Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien particulier. Notre poison a des cheveux gris. Et on va revenir sur la gérontocratie française et qu'on retrouve même à l'international. Donc je pense que ça va beaucoup vous intéresser. L'objectif c'est de comprendre les tendances actuelles, comment on en est arrivé là et aussi ce qu'on aurait pu faire pour que ça aille mieux et ce qu'on devrait faire pour que ça aille mieux à l'avenir et pour qu'on ne se retrouve pas confronté aux mêmes problématiques. Moi c'est Victor, 38 ans, plus de 200 locataires, j'achète de l'IMO et je reprends des boîtes avec toi. Je vis à 100% de mes investissements IMO et bourse. Deal, boîte à reprendre et stratégie, tout est sur firefrance.io. Alors, comment je suis tombé directement sur ce sujet de la gérontocratie ? Alors, ça fait quelques jours que ça tourne autour de moi et j'ai été confronté à ce sujet. Et si tu écoutes ce podcast tous les jours, j'en ai fait un épisode et concrètement de là où j'étais confronté à ça. Et c'est cette fameuse histoire de l'appartement que je voulais louer, qui a été loué par des retraités. C'est encore revenu devant moi sur cette notion de retraité, cette notion de boomer. Et j'en ai fait un post sur LinkedIn hier. Donc, si tu ne me suis pas sur LinkedIn, c'est Victor Lora. Et j'ai posté ça. Les boomers, faut qu'on parle. Un retraité a encore gagné. On paye votre retraite, nous, on n'en aura pas. Bon, ok. Vous étiez propriétaire avec un seul salaire. Nous, à deux, on galère. Super. Vous aviez confiance en l'avenir. Nous, on ne fait plus d'enfants. Glauque. Hier, c'est la cerise sur le gâteau. Un gentil retraité vient de louer l'appart que je voulais. Notre poison, il a des cheveux gris et profite d'une retraite de 26 ans financée par des jeunes qui ne peuvent pas construire leur propre vie. Donc voilà ce que j'ai posté hier sur LinkedIn. J'ai eu depuis hier 20 000 vues sur le post. Je pense que ça va même monter jusqu'à 30, 40 000 sur la durée du post. Et j'ai eu plus de 32 commentaires. Donc il y a des commentaires visiblement qui ont été assez virulents. Je reviendrai dessus aussi sur ma réaction par rapport aux haters, etc. etc. Mais en bref, qu'est-ce que ça veut dire et où est-ce qu'on en est sur cette notion de gérontocratie ? Alors concrètement, on va revenir sur... on va poser les enjeux. Qu'est-ce que c'est que cette gérontocratie ? Qu'est-ce que c'est que ces vieux ? Et c'est pas un épisode sur les vieux, entre guillemets, qui nous énerve. C'est pas un épisode pour nous opposer à une certaine génération, même si ce post, il est assez provocateur. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que maintenant, je prends l'habitude, lorsque j'écris mes posts, de les envoyer à Claude pour lui demander son avis. Et à chaque fois, il change mes posts pour virer tout l'aspect virulent, tout l'aspect un peu provocateur. Alors, je pense qu'il faut concrètement garder ça et garder ce rythme et surtout être en alerte. Alors, on parle de quoi exactement ? Le terme boomer, donc on est assez piégé aujourd'hui. Alors, c'est marrant parce que j'en parlais à ma copine et alors, je vais faire un lien, c'est un peu comme le terme MILF. Alors, MILF, c'est Mother I Like to Fuck, donc c'est une mère que j'aimerais me faire, grosso modo. Et ce qui est assez marrant, c'est que la MILF, avec le temps, c'est devenu carrément une fille qui a 26 ans. Maintenant, dans les termes, ça devient une MILF, quoi. Ça veut plus rien dire, alors que c'est censé être une femme qui a des enfants, etc. Le boomer, il se passe à peu près la même chose. Normalement, un boomer, il y a deux définitions. Même on va en dire trois. Il y a la définition un petit peu des réseaux sociaux. Un boomer, on va dire ok boomer ou ok t'es un boomer dès que tu comprends plus la façon de communiquer de la nouvelle génération. Donc c'est vrai qu'on utilise moins le terme là depuis 2-3 ans à mon avis avec ce sens-là, mais les gens faisaient ok boomer quand il y avait je sais pas quoi, un mec d'un certain âge ou même un mec pas vieux forcément, mais un mec de 30 ans qui pouvait faire une remarque un peu sexiste. On allait avoir des filles qui utilisaient le terme ok boomer. On pouvait pour se moquer de nous-mêmes, dès qu'on commence à
je sais pas, utiliser une nouvelle application ou plus comprendre un truc sur le téléphone, on va dire ok, je suis un boomer, etc. Donc en fait, c'est rentré dans le code, dans les codes d'aujourd'hui, comme un terme qui peut désigner simplement le fait de plus être dans la hype d'avoir 17 ans, quoi. En gros, c'est devenu ça, boomer. Mais les deux définitions plus réelles, on a une définition anglo-saxonne, et en gros, c'est les personnes qui vont être nées entre 46 et 64, qui ont entre 62 et 80 ans aujourd'hui. Et c'est des personnes qui sont après, donc c'est des baby boomers, donc c'est des personnes, ce dont nous d'ailleurs on a appris en cours d'histoire-géographie, c'est tous ces enfants qui sont nés, quand il y en a eu beaucoup, après la guerre. Il y a aussi eu la définition de l'INSEE en France, c'est un petit peu plus large, c'est de 46 jusqu'à 74, donc c'est les personnes âgées de 79 ans jusqu'à 51 ans en 2025, donc 52 ans ou 80 ans en 2026. Donc là, c'est un mot flou qui aujourd'hui peut traduire plein de choses. Il y a la réalité concrète, plutôt définition anglo-saxonne et définition INSEE, qui reprend une génération ou deux générations, voire un peu plus de générations de population, mais grosso modo, ça englobe un certain nombre de personnes. Et après, il y a le boomer de façon générale, dont je parlais tout à l'heure, qui aujourd'hui qui désigne une personne qui est un peu à côté de la plaque par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. La problématique qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, sous ce terme boomer, effectivement, ça représente énormément de profils différents. Donc, on va avoir les profils qui ont travaillé toute leur vie, qui ont eu des faibles revenus toute leur vie et qui finalement aujourd'hui ont peu ou pas de patrimoine et aussi des faibles retraites, et aussi les personnes qui ont pu profiter finalement de la croissance qu'on a pu connaître dans ces années, que ce soit en France, que ce soit international, pour non seulement acquérir des biens, souvent payés avec de la monnaie de singe. Alors, je ne reviendrai pas forcément dessus, mais ça a été par exemple le cas de mon père. On avait des taux d'intérêt qui étaient très élevés, on était à du plus de 10% de taux d'intérêt, mais en même temps, la valeur de la monnaie, il y avait une telle inflation que finalement, le truc se remboursait tout seul et il n'y avait pas de problématique. Donc là, c'est dans les années où, par exemple, mon père a connu les anciens francs, donc pendant un moment d'ailleurs, jusqu'à ce que j'ai, je pense, une dizaine d'années, il parlait en anciens francs sur les gros montants. Donc il multipliait tout, je crois, par 100. Donc il allait dire 100 000 euros pour 10 000 euros. Donc c'était assez marrant. Il faisait des rendez-vous avec des banquiers auxquels j'assistais. D'ailleurs, ça m'a beaucoup formé. Je vous invite à aller voir des banquiers. Alors ça existe toujours d'ailleurs avec vos enfants. En tout cas, moi, ça m'a grandement marqué. Et du coup, il parlait de gros montants, et puis le banquier ne comprenait pas trop. Et donc, il y a eu cette notion donc, de changement de l'ancien franc au franc, et après au franc à l'euro. Et à chaque fois, en fait, et d'ailleurs, ce qui va nous arriver à un moment ou à un autre, on a une dévaluation de la monnaie, parce qu'il y a eu une telle inflation qu'on est obligé, alors pas une dévaluation, qu'on est obligé en fait d'enlever des zéros pour simplement retourner dans quelque chose de cohérent. Et je pense que nous aussi, on en connaîtra, on connaîtra ce système une ou deux fois. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a trois gros blocs en fait, qui tournent autour de cette notion de gérotocratie, de cette notion de boomer. Il y a un premier élément, alors ça dépend des sources. J'avais vu à un moment que c'était 75%, mais visiblement c'est plutôt 61% de la masse patrimoniale qui est aujourd'hui détenue par les 50-79 ans, et ce qui représente 50% de la population aujourd'hui. Donc en fait, on a toute une population qui a vieilli et qui a pu réussir à acquérir. Alors il y en a toujours qui sont pauvres effectivement là-dedans, mais qui a pu prendre une grosse partie donc, de l'immobilier, des entreprises. Donc de ce côté-là, il y a l'autre côté, donc ce patrimoine. On est à du 100 000 euros avant 30 ans, on est à du 400, voire 500 000 euros, entre 464 000 euros entre 50 et 59 ans. Donc on a un patrimoine brut moyen qui est vraiment décalé vers les personnes qui sont plus âgées, et ça se déplace dans le temps. On a un pic de richesse qui finalement se décale vers les 50 ans, se décale de plus en plus vers l'avenir. Ce qui se passe, c'est concrètement, on a un deuxième verrou qui arrive. Donc ce verrou du patrimoine, on a un deuxième verrou qui arrive sur le logement, où avant on achetait à 30 ans, en âge moyen en 90. Maintenant on est plutôt sur du 36 ans, ça se décale vers les 40 ans. On va avoir seulement 23% des 25-29 ans qui sont propriétaires, contre 45% des 30-39 ans. Et on a des inégalités, l'indice de Gini, qui montre à quel point finalement c'est compliqué d'avoir sur le patrimoine immobilier, d'avoir accès au patrimoine immobilier. Et un gros facteur, c'est qu'entre les années 98 et 2021, on a le patrimoine immobilier qui a progressé
de 180% et de 110% pour le patrimoine financier. Ce qui rentre en compte, c'est que là, aujourd'hui, on va avoir des personnes qui possèdent énormément de ressources. Donc, on va avoir tous ces boomers qui vont avoir potentiellement déjà remboursé leur résidence principale, ont connu des phases où il y avait potentiellement le plein emploi. Donc, on se rappelle les belles générations, années 50, 60, 70, 80. À partir des années 90, ça commençait à être morose. Pour tous ceux qui, comme moi, ont connu ces années-là, ça a été des années. On a découvert le sida, il y avait la chute du mur de Berlin, mais après, il y a eu les crises, il y a eu les crises sur le pétrole, etc. Et puis après, on n'a jamais arrêté. Hein. Moi, depuis que je suis rentré sur le marché du travail avec 2008, et en plus, j'étais en banque et en banque d'investissement. Donc, les crises, ça a été galère, ça a été des métiers où il a fallu se battre énormément pour les avoir, etc. On a connu quelque chose d'assez complexe. Aujourd'hui, ce qui se passe concrètement, c'est qu'on a un système qui est verrouillé par tout ce qui est boomer. Qu'est-ce que ça veut dire, ce système verrouillé par les boomers et par la gérontocratie? D'après ce que je viens de vous donner comme exemple de chiffres, on a une domination par le patrimoine, l'immobilier et la rente qui est effectuée par toute une gamme de la population qui a accès à toutes ces richesses. Et en plus, ces personnes-là ont un contrôle du discours, de la mémoire collective et ne veulent pas simplement laisser le pouvoir à la prochaine génération. Donc là, on se retrouve avec des gens qui sont dominants d'un point de vue économique et on se retrouve aussi avec des gens qui sont dominants d'un point de vue législatif et qui vont en fait faire utiliser la nostalgie pour un outil pour gouverner. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, OK, on va essayer de maintenir les choses, de garantir ce que nous, on a eu, mais pour nous-mêmes. Ce qui fait que la nouvelle génération, aujourd'hui, donc on le voit principalement avec le nombre de cotisants pour la retraite, on se retrouve avec une génération, tous les jeunes d'aujourd'hui, et même ceux qui ont moins de 40 ans, ils n'ont pas forcément accès à la politique, ils vont avoir des salaires avec un nombre de charges qui n'a jamais été aussi important, ils vont avoir un nombre d'impôts qui n'a jamais été aussi important, et finalement, c'est une génération sacrifiée. C'est clairement une génération sacrifiée où tout ce qui est accès à la propriété, accès au logement, ça devient quelque chose d'autant plus pour les élites qu'autre chose. Et d'un point de vue charge et d'un point de vue imposition, on n'a jamais connu des éléments aussi importants. De la même façon, on a une multiplication, une accélération de la vie. Donc ça, j'en parlais pas mal dans mon livre, où avant, on avait Internet qui n'existait pas, donc on avait besoin d'envoyer des factures, on les envoyait par la poste, on attendait le retour, etc. Là, aujourd'hui, on envoie une facture, il faut être payé instantanément, etc. On va dans un monde où on a besoin, pour être efficace, d'être très, très réactif. Tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une génération intermédiaire qui a beaucoup de pression, qui se retrouve dans un monde très complexe entre eux. Ils ne peuvent pas finalement accéder à la propriété facilement, se projeter dans l'avenir en se disant que ça va bien se passer, avoir des enfants. Ils ne peuvent pas se dire, OK, on gagne bien notre vie, on peut mettre de l'argent de côté. Non, ça va être beaucoup plus dur. Et d'ailleurs, moi, tout ce système FIRE et tout ce système, la retraite à 40 ans, vient un petit peu de cet état d'esprit. Pour moi, ça a émergé clairement de ce retour, en fait, de ce constat assez rapidement de la vie, comme quoi déjà le travail ne payait plus assez. Bon, alors ça dépend, je fais des épisodes avec certains d'entre vous qui, à deux, gagnent 600 000 euros par an, etc., ou 300 000 chacun, chez Google, chez Amazon. Je reviendrai dessus. Mais pour la plupart d'entre nous, ça a quand même été relativement compliqué. Il faut avoir du capital. C'est le capital qui gagne plus que le travail, sauf que le capital, on n'en a pas quand on commence, et accéder à ce capital dans un premier temps, c'est assez dur. D'où faire beaucoup de l'immobilier, d'où se lancer dans l'entrepreneuriat pour qu'on puisse accélérer. Mais en tout cas, on a ce monde aujourd'hui où les décideurs sont des personnes âgées qui vont essayer de maintenir des choses que eux ils ont pu obtenir, et ils vont sacrifier finalement les nouvelles générations pour simplement maintenir le système. Et la jeunesse, elle n'est pas fragile, elle est expropriée. C'est-à-dire qu'on arrive à un stade où le capital, le logement et l'avenir stable, c'est une dépossession pour la jeunesse. Alors, ça peut paraître assez particulier. Je pense que vous le savez, moi, globalement, quand je vois un peu le système, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer. Je pense que les solutions qu'on peut trouver aujourd'hui dépendent beaucoup et extrêmement du contexte, et le contexte évolue fortement. Donc, de temps en temps, il y aura des idées plutôt de droite qui vont être très performantes, de temps en temps, des idées de gauche, et il faut essayer de se retrouver et avoir la solution au bon moment.
Et je reviendrai dessus, je ferai un épisode dessus sur comment s'assurer que personne ne comprend ce qui se passe. Parce que c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Et aujourd'hui, on a, pour ces générations-là dont je fais partie, des études longues. Donc, on va faire beaucoup d'années d'études. Alors, de ma génération, ça marchait encore un peu les études, mais on commençait aussi à créer ces faux diplômes. Les diplômes où il n'y avait pas vraiment de sélection, où on faisait des études de marketing sans avoir de vraies sorties, des études dans certains domaines sans avoir quelque chose de vraiment compétent. Donc attention, je pense que je dois être une des premières générations, voire ceux qui sont un petit peu plus âgés, jusqu'à peut-être 7 ans de plus que moi. On a eu les faux diplômes qui ont commencé à arriver. Ces fameux diplômes où on payait un truc et on avait des choses qui servaient à rien. Après, on tombe dans une espèce de précarité. Alors la précarité aujourd'hui, ça dépend ce qu'on veut et où on veut habiter, mais ça peut toucher une grande gamme de la population. D'ailleurs, je pourrais revenir dessus, mais pour moi aujourd'hui, la classe moyenne, grosso modo, n'existe plus en France. Il y a un énorme gap. Il y a les personnes qui galèrent, en gros, et assez vite, il y a une espèce de trou intermédiaire, et après, on va arriver dans les personnes qui s'en sortent très bien. Mais il y a cette espèce de classe moyenne a été totalement tirée vers le bas par justement toutes ces réformes qui ont augmenté les cotisations pour les retraites, qui ont augmenté les cotisations pour un max de trucs, qui ont augmenté les prestations sociales, etc. Tout un système qui me semble totalement lunaire, qui est aujourd'hui toujours maintenu par la politique en place. C'est-à-dire que la problématique qu'on a eue, et puis maintenant on peut revenir au qu'est-ce qu'on aurait dû faire en fait pendant toutes ces années, et ce qui n'a pas été fait, c'est-à-dire qu'on aurait dû prendre les vraies décisions que personne ne voulait prendre, parce que cette génération de boomers, et ça peut s'entendre parce qu'il y a différents types de personnes dedans, n'a pas voulu prendre les réformes nécessaires pour qu'on puisse garantir un avenir aux générations actuelles. On l'a beaucoup entendu à des moments où quand on a évoqué la réforme des retraites, quand on a évoqué la réforme de la sécurité sociale, il y a eu beaucoup de politiques qui ont cité, voilà, vous sacrifiez ou pour la dette, parce qu'indirectement tout ça c'est lié à la dette, vu qu'on n'arrive pas à avoir assez d'argent avec nos impôts pour soutenir nos dépenses, on va emprunter. Et à chaque fois on disait, voilà, on remet ça sur les générations futures. Mais au lieu de mots, de pseudo-débats et de gens et personne qui ne prend réellement en fait en main ce sujet, on s'est retrouvé dans un truc où on a continué à creuser les déficits pour arriver dans une situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et d'ailleurs, aucun politique aujourd'hui n'adresse le sujet. Aucun politique aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Ils attendent quelque chose. Peut-être que l'IA se réveille et on vive tous dans l'abondance de Musk. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que concrètement aujourd'hui, personne n'a pris les bonnes décisions pour créer un système pour que aujourd'hui, la nouvelle génération se sente épanouis dans le pays avec des objectifs atteignables et qui puissent finalement aient envie d'avoir des enfants, aient envie de faire un boulot où ils se sentent, où ils sont rémunérés à juste niveau, puissent se projeter dans l'avenir en ne se disant pas voilà la retraite j'en aurai pas, ou au moins que ce soit dit et qu'ils aient un système, une solution pour eux pour qu'il y ait une retraite, etc. Donc les pistes qui auraient dû être effectuées et même qui devraient être faites maintenant, c'est indirectement repenser le système des retraites. Donc ça, c'est ce qui se passe. Et on le voit dans beaucoup de pays nordiques. Je pense qu'on sera obligé de passer par là. Et il faut qu'on change en fait la façon qu'on a de voir la retraite, parce qu'on a un gros problème culturel, je pense, en France, où de voir une personne âgée, entre guillemets, travailler, nous pose un problème. Alors que dans d'autres pays, ça ne pose strictement aucun problème. Au Japon, ça ne pose pas de problème de voir quelqu'un qui a les cheveux gris de travailler. Dans les pays nordiques, ça ne leur pose pas de problème d'avoir quelqu'un qui sert du café et qui a 65 ans, 70 ans. Et si on changeait culturellement notre façon de voir les choses, je pense qu'on pourrait évoluer là-dessus. C'est comme une culture sur l'argent. On a une culture française où on se dit que à partir d'un certain âge, oh non, on ne peut pas travailler, etc. Alors que je pense littéralement qu'il faut qu'on évolue dessus. Repenser le système des retraites aussi en façon de fonctionnement. Effectivement, je pense que pour les plus démunis, il y aura toujours un besoin d'avoir une retraite minimum et de garantir qu'il y aura quelque chose pour eux. Mais pour les autres, il faut réellement rentrer dans un système où c'est eux-mêmes qui font leur retraite et qu'on arrête les ponctions qui sont astronomiques aujourd'hui en France, qu'on arrête tous ces systèmes. En fait, on crée... Moi, il y a un truc qui me perturbe en France. C'est comme là, avec les incendies, on va créer France Forêt ou je ne sais pas quoi.
On va encore créer un département pour dire qu'on fait quelque chose. On va mettre des gens qui vont, à mon avis, ne pas comprendre ce qu'ils sont censés faire. Ils vont pas avoir de pouvoir, ils vont pas avoir de financement, où il va y avoir 10, on va perdre 10 à 100 millions qui vont encore aller on ne sait pas où parce que personne ne prend la responsabilité. C'est les problématiques qu'on a au gouvernement depuis pas mal de temps. Il y a un enjeu en France où il n'y a pas des personnes qui se battent réellement pour l'intérêt commun. Et on est dans un tel pays où en fait on crée tellement de lois que tout le monde gruge, mais tout le monde gruge. Tout le monde gruge. C'est comme les tests de prélèvement salivaire où on n'a pas les résultats. En France, on crée des lois pour dire qu'on fait, et c'est quelque chose d'ailleurs contre lequel moi je me bats. Et c'est pour ça que j'essaie d'être le plus transparent possible avec vous. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire, mais il y a des choses, j'essaye de vraiment d'être direct. C'est-à-dire qu'on va être en France, on va créer un paquet de lois que personne en fait ne peut respecter et tout le monde va gruger. Voilà, on va gruger sur les passages piétons à Paris. Il y a des lois, si un jour vous faites choper, vous chopez 90 € d'amende si vous traversez au milieu de la rue alors que tout le monde fait ça. Et il y a un moment, il faut arrêter ces lois-là. Il faut dire, OK, bon, bah, voilà comment ça marche à Paris. Et ben non, on va laisser la loi, etc. Il y a ça sur les logements, il y a ça dans la politique, il y a ça sur payer les gens. Bref, on va créer des lois qui ne sont pas appliquées, qui vont juste être là pour enseigner aux gens en France à gruger. Et c'est terrible. Et avoir de l'autre côté un système de sanctions qui est extrêmement dur, où les gens vont être là, ah, c'est la loi, il faut que ce soit obéi. On est dans un monde, mais il y a totalement lunaire. Et la problématique avec ça, c'est qu'on n'a pas des personnes à la tête de l'État déjà qui ont assez de pouvoir pour agir, qui ont assez de charisme pour agir et qui vont véritablement agir pour le bien finalement des Français pour que ça avance dans la bonne direction. Et ça, on l'a pas. Et vu qu'on l'a pas, et vu qu'on n'a pas eu de courage politique dans les années d'avant, qui était de prendre les vraies décisions en apportant des vraies solutions aux personnes en leur disant bah, voilà ce qui va se passer pour vous et c'est ça, et on avance, et résister potentiellement aux différentes grèves qu'il y a eu, c'est un peu la réputation comme quoi la France est un pays ingouvernable. Et en fait, la direction vers laquelle on va, et je pense indirectement qu'on va y aller, c'est que les politiques, là, avec les nouvelles élections présidentielles, vont encore faire des propositions qui riment à rien. Ça va partir en tous les sens, il n'y aura pas de rigueur, et il va y avoir le FMI, l'Europe qui vont arriver, qui vont prendre la direction, qui vont dire bah, maintenant c'est ça, et il n'y a rien d'autre. De toute façon, à la fin du mois, les fonctionnaires, on ne pouvait plus les payer, donc il n'y a plus de salaire pour les fonctionnaires. Et en fait, et les fonctionnaires vont dire ok, on va faire grève, pas de problème. Et en fait, on va arriver à un moment où au lieu d'accepter quelque chose et qu'on puisse avancer ensemble, on va avoir un choc tel qu'il va y avoir un reset de la France. Est-ce que ça va être vraiment négatif? Je pense que ça va être dur pour beaucoup de personnes, mais indirectement, on est peut-être obligé de passer par ça pour que ça puisse remettre les choses d'équerre. Donc il y a ce système de retraite à repenser. Alors il y a un truc que moi j'aime pas, mais c'est la fiscalité sur les successions. Donc je trouve un petit peu compliqué. En même temps, aujourd'hui, la seule façon dont les gens de s'en sortir, ça va être d'obtenir des héritages où les parents vont donner, vont apporter des fonds pour qu'on puisse acheter des appartements, etc., etc. Il y aurait une volonté d'augmenter les successions pour aussi, et je vois bien l'État aujourd'hui, l'État veut absolument choper tout cet argent des successions qui va arriver là maintenant pour renflouer les caisses. Mais le problème, c'est que le système de l'État ne marche pas. Donc c'est un toxico qui veut avoir de l'argent pour continuer à se droguer. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est un système qui ne fonctionne pas. Mais bon, sur les héritages, pour qu'il y ait un petit peu plus d'équilibre, mais c'est pas trop pour rediriger les flux, évidemment, vers les personnes qui en ont besoin. Et moi, la problématique de redirection des flux, c'est quelles sont toutes les personnes qui se gavent quand il y a des flux financiers et quand il y a de la bureaucratie. Moi, j'ai un gros problème. Je suis persuadé que quand 100 rentrent dans la machine de l'État, il y a peut-être 20 effectifs à la fin. Il faudrait que je regarde des études, mais même les études, je ne sais pas comment ils peuvent mesurer ça. Je suis persuadé qu'on va avoir du 70% de pertes ou du 80% de pertes de l'argent qui rentre dans l'État. Dès qu'on paye 10 euros, 100 € de TVA, il n'y a que 20 € qui vont réellement être employés quelque part et qui vont avoir un sens. Et pourquoi? Parce que les gens n'ont aucune notion de ce que c'est de bien gérer les éléments. Et on met des personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font pour gérer des fonds. Et je suis persuadé que c'est comme ça. Et malheureusement, au lieu de se dire, OK, est-ce qu'on pourrait ajuster pour mettre 100 dans la machine et vraiment récupérer 50, récupérer 80? Eh ben non, on va se dire, OK, si on veut récupérer maintenant 40, il va falloir qu'on récupère 200 en taxes. Et ça devient un truc lunaire. Autre élément, il faut véritablement faire une politique pour favoriser les moins de 40 ans. Donc, il faut donner en politique l'accès à des personnes de moins de 40 ans
Et je pense que c'est primordial de se séparer et de faire, c'est très mal entendu, mais une discrimination positive des moins de 40 ans, pour que des moins de 40 ans aient beaucoup plus de postes de pouvoir, voire même 50% des postes de pouvoir pour prendre des décisions, pour qu'on ait un regain d'une génération jeune qui se dise, OK, voilà, on en est aujourd'hui, voilà les changements qui sont en train de se passer, que ce soit l'écologie, que ce soit l'argent concrètement en France, que ce soit l'avenir avec l'IA, que ce soit le positionnement de la France où ça en est aujourd'hui. Je pense qu'il faut écrémer les plus de 40 ans. Donc, dans 2 ans, je ne pourrai plus être en politique. Je ne suis pas en politique, mais je ne pourrai plus me présenter. Je serai dans les plus de 40 ans. Très bien. Mais qu'on donne des choses à des moins de 40 ans et qu'on donne le pouvoir de justement refaire un gain de jeunesse là-dessus. Et de voir la jeunesse comme l'avenir. On a un gros problème sur la jeunesse aujourd'hui. On va expliquer, il y a quand même un contexte qui fait les choses. Il y a aussi cette notion de si la vie est trop dure pour les personnes, elles vont simplement ne plus jouer à la vie. Il y a bien sûr, comme d'habitude, les survivants qui vont se démerder, donc ceux qui vont être entrepreneurs, qu'on va retrouver, peu importe les générations, ils seront là, ils sont faits pour ça, ils vont devenir costauds, ils vont survivre. Mais la majorité des personnes va se déconnecter. Et là, ce qui est en train de se passer, et le parallèle peut être un peu un parallèle de guerre, c'est-à-dire que là, on va rentrer dans une phase, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, vous envoyez tous les mecs au front, il n'y a plus de mecs avec les femmes qui sont qui sont aux usines en train de faire de l'armement et qui sont en train de tout faire. Finalement, les femmes font les voitures, elles font tout, elles gèrent la vie sans les hommes, donc les hommes sont plus là. Mais bon, elles font plus d'enfants parce que les hommes sont plus là. Et après, il y a le retour, la guerre est finie, les mecs reviennent, et là, du coup, ça fait le baby boom. Eh ben, j'ai quand même l'impression à un moment qu'on va arriver potentiellement à une phase comme ça, où on est en train de connaître quasiment une véritable guerre aujourd'hui. Il n'y aura plus d'enfants, les gens ne veulent plus en faire, c'est plus intéressant, jusqu'à ce qu'on atteigne un point de descente et de basculement. On va dire, OK, on va peut-être refaire des enfants à un moment. Et soit ce truc de basculement, on l'aura, sinon on l'aura plus, ce sera perdu, puis le truc va s'arrêter, et c'est pas grave, on deviendra un petit peu plus vide partout. Donc tout ça, vous parlez de la gérontocratie, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Effectivement, toutes les personnes boomers n'ont pas forcément les moyens les plus importants, mais dans l'idée, on se retrouve dans quelque chose où c'est complexe pour une grande partie des Français. Je pense que la majorité de ceux qui écoutent ce podcast, normalement, vous devez être dans les 10%. Je pense sincèrement que vous êtes dans les 10% de ceux qui vont s'en sortir. Soit vous avez choisi et vous avez eu de la chance et vous bossez chez Google, vous avez des grands revenus, vous faites du conseil, etc. Soit vous êtes en train de vous battre et vous essayez de trouver des solutions, mais vous êtes dans ces fameux 10% des Français qui vont se démerder. Si vous écoutez ce podcast, je pense qu'il n'y a quasiment aucune probabilité que vous ne soyez pas en train d'essayer de vous démerder pour tout défoncer et que vous ne soyez pas en train de tout abandonner. Oui, vous allez avoir des phases de down, oui, peut-être qu'il y en a certains qui sont au chômage, qui galèrent, ça fait 1 an, 3 ans qu'ils galèrent, mais vous êtes dans cette phase de vous battre et de continuer à avancer. Alors que la majorité de la France, c'est absolument pas ça. Vous êtes dans les 10% des performants. Dans les 90% restants, il y a quand même 50% des gens en France qui, pour moi, sont totalement perdus. C'est-à-dire des gars, vous reprenez aussi la courbe du QI, il y a beaucoup de gens, il y a 30, voire 40% des personnes, c'est un peu compliqué pour eux de comprendre les évolutions, etc. Vous prenez les addictions en plus, vous prenez des problématiques émotionnelles, machin. Enfin, il y a 50% des Français qui sont pour moi un peu à côté de la plaque, qui galèrent. Et en fait, ça les intéresse même pas. Ça les intéresse pas de se développer. Ils ont pas, ils sont bouffés par tout ce qui est éléments annexes de la vie, et ça va être très très compliqué pour eux. Et je pense qu'aujourd'hui, le courage c'est d'être conscient de ce qui s'est passé par le passé, de ne pas le reproduire et de trouver des solutions pour ce qu'on devrait faire. Et la problématique qu'on a, et nous, c'est un sujet qui est sensible pour nous, parce que si vous êtes là, prenons le cours d'une bourse ou le cours d'immobilier. Moi, quand j'ai acheté mes appartements à Paris, d'ailleurs, j'aurais regardé une courbe tout de suite, j'ai commencé à partir de 2011. Donc, prix immobilier, Paris. Donc, notre problématique à nous, et c'est de là qu'il faut se poser les questions, est-ce que là, je vais avoir une courbe depuis pas mal de temps? J'aimerais bien avoir une courbe depuis 85. Donc, moi, j'ai commencé à acheter en 2010-2011, donc il y a eu un petit truc qui est retombé. On était à 100 et maintenant, on est sur une base, alors je ne sais pas comment ça a été fait. Comprendre l'évolution des prix, est-ce que je peux regarder ça?
Donc en gros, on était vers 10 en 85, on est monté à 50, donc on est peut-être vers 20, on est monté à 50 en 90 et on est monté à 100 en 2000. Donc on a fait un x5 ou x3 sur les prix de l'immobilier entre 85 et 2010. Et de 2010 jusqu'à maintenant, on a fait, alors pas un x2, mais on a fait du 50% de croissance. Et la problématique qu'on a, c'est que cette phase d'évolution, si vous êtes comme moi, nous on a acheté en haut, c'est-à-dire qu'on s'est battu, et c'est en gros un des éléments qu'il faut se poser, c'est que nous on s'est battu, le système était tel qu'il est, et on est rentré dans le système quand même avec des prix on est déjà sur du 150. Et ce barème de 150, vu que nous on est rentré très haut, si à un moment ces évolutions elles vont changer, qu'on va demander un effort à des personnes qui, pour donner de l'accès à la propriété, sont plutôt des boomers qui ont vécu et qui ont beaucoup. Et si on veut pousser en fait une pression pour que les prix diminuent, nous on va être énormément impactés. Parce que nous, on a eu la chance de pouvoir faire des acquisitions, mais par contre on est rentré sur des marchés assez élevés sur le marché. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des sources, des choses que je devrais découvrir, n'hésitez pas à me partager ça. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.